Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Engage for Success proposée par Intelsia, spécialiste des projets d'outsourcing. Aujourd'hui, on va parler d'externalisation des centres de contact. En quoi ce choix permet-il de ne pas être qu'un poste de coût, mais bien un centre de valeur? Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts. Frédéric Brebion, vous êtes directeur des ventes et du développement Région France. Bonjour. Barbara. Et Cédric Blum, vous êtes directeur du service client de Doctolib France. Bonjour Barbara. Bonjour à tous les deux. Alors une première question de contexte, c'est quoi les grands enjeux, les grands challenges autour des centres de contact aujourd'hui? Aujourd'hui, on a la multiplication des interactions entre le digital qui aujourd'hui est omniprésent, plus le canal téléphonique historique. Donc le client, il a besoin d'avoir des réponses de plus en plus rapides, mais de plus en plus juste avec la bonne forme. Donc il faut s'assurer que sur les différents canaux, on ait bien la bonne réponse adaptée partout. Donc ça, c'est un enjeu qui est très fort. Et si on n'est pas accompagné, on va avoir de la désorganisation et on va créer de la non-qualité. Et c'est cette non-qualité qui finalement risque de coûter cher. On va être sur une organisation en silo et c'est ce qu'on ne veut pas. Exactement, parce que le client, lui, n'est pas siloté et il veut la même réponse, quel que soit le canal d'interaction qu'il a avec la marque. Une cohérence en somme, Cédric. Tout à fait. Alors en fait, je vais rebondir sur ce qu'a dit Frédéric, surtout sur le canal voix qui est proéminent. Et on pensait tous qu'il allait s'éteindre avec la digitalisation. Mais en fait, il a continué à grossir, particulièrement… Encore aujourd'hui, du coup. Particulièrement pendant le Covid et encore après. C'est un canal qui est en fait très important pour créer de la valeur client, justement parce que la voix, c'est le meilleur canal relationnel qu'on puisse avoir avec son client. C'est celui qui permet d'apporter des émotions et donc c'est celui qui est le meilleur ambassadeur de la marque. On est sur un contact direct humain. Alors finalement, il y a un double objectif sur les centres de contact aujourd'hui, c'est rentabilité, mais c'est quand même aussi d'aller au-delà sur de la génération de valeur. Exactement, et pour ce faire, il faut faire le tri assez rapidement entre les contacts qui ont une faible valeur, principalement pour le client, et ceux-ci essayer de les digitaliser ou de les self-cariser, et de l'autre côté, ceux qui ont de la valeur, c'est-à-dire ceux sur lesquels on peut conseiller le client, on peut agir sur sa fidélité, sur son engagement vis-à-vis de la marque, et puis lui vendre des nouveaux services aussi, et c'est comme ça qu'on arrive à créer de la valeur. Et oui, donc il y a une part qu'on va on va chercher le client à être plus autonome finalement sur certaines tâches. Exactement, et donc on va, nous, pour pouvoir faire ça, recruter des gens dont le niveau de compétence est de plus en plus élevé. Donc on recrute des gens à partir du bac jusqu'à bac plus 5, et on le fait dans des métiers à la fois de la relation client, mais aussi des métiers du commerce, de la finance et de l'IT. Alors vous, Cédric, chez Doctolib, le centre de l'expérience client, si on peut l'appeler comme ça, c'est central. C'est central parce qu'en fait, Doctolib a apporté une nouvelle façon de travailler aux médecins depuis 10 ans maintenant. Et pour accompagner ce changement, on s'est dit que c'était très important de les accompagner à la voix et c'était le rôle du service client. Le meilleur moyen pour un médecin d'être accompagné, c'est de pouvoir appeler et comme disait Frédéric, d'avoir une réponse très rapide, très efficace sur comment utiliser cette nouvelle façon de communiquer avec ses patients et donc d'échanger avec eux, de gérer leurs rendez-vous. Donc ce besoin d'accompagnement du changement, nous on l'a transféré dans la responsabilité du service client et c'est toute la valeur qu'on a derrière ce service client chez Doctolib. Alors, qui appelle principalement sur ce centre de contact? Alors, le service client, je dis client pour garder les mots du monde du centre d'appel. Chez nous, les clients, c'est les professionnels de santé. Donc, pour la plupart, c'est des médecins, mais on a bien évidemment tout ce qui est paramédical, des infirmiers, des kinés, tout ce qui est aussi autour des médecins, donc les assistants, les assistants dentaires, les secrétaires, et ainsi de suite. Donc, tout cela, c'est nos clients chez Doctolib. Il y a bien évidemment les patients, mais ça, on les traite sur un site qui est vraiment dédié aux patients. C'est pas exactement la même logique. Alors finalement, vous avez fait le choix d'externaliser le service client. Pourquoi? Parce que en fait, notre cœur de métier, alors on n'a pas tout externalisé, on s'est fait accompagner avec un outsourcer pour justement avoir quelqu'un qui est spécialiste du service client, en plus de moi, bien évidemment, mais dont le métier, c'est vraiment de faire grossir des équipes, d'avoir des implantations différentes, donc avoir des bassins d'emploi multiples, parce que si on doit recruter que… Alors nous, aujourd'hui, Doctolib, en France, on est à Paris et à Nantes. C'est en termes de bassins d'emploi, on est un peu limité par rapport à un outsourcer qui, lui, a plusieurs bassins d'emploi. On peut choisir le ou les bassins d'emploi les plus adaptés. Et après, pour la gestion de carrière,
carrière de ces conseillers, c'est forcément un métier qui est différent quand on est sur une population interne où on va gérer 100, 200, peut-être 300 personnes, ou externe, j'espère un jour où on aura bien évidemment beaucoup plus que ça. Et là, on est sur un métier vraiment de relations clients. Or, nous, notre cœur de métier chez Doctolib, c'est d'accompagner les professionnels de santé, pas de gérer forcément des sites extraordinairement larges. Donc finalement, c'est l'occasion de pouvoir vous recentrer sur votre cœur de métier. Tout à fait. C'est une des raisons principales pour lesquelles on vient vous voir chez Intelsia, Frédéric? C'est exactement ça. Je ne peux que abonder dans ce que dit Cédric, c'est-à-dire qu'en fait, la relation client, aujourd'hui, c'est un métier. Comme vous avez besoin d'aller chercher un avocat ou un juriste, eh bien, vous allez chercher un spécialiste de ce métier. Nous, l'avantage qu'on a, effectivement, c'est que d'abord, on travaille pour de nombreux clients, donc nous, pour plus de 250 clients aujourd'hui dans le monde. Donc, on voit les bonnes pratiques, on a différents secteurs d'activité, donc on connaît les métiers, les expertises, les environnements, parce qu'on voit bien que travailler dans le monde de la santé, ce n'est pas la même chose que travailler dans le monde de la finance ou dans le monde des télécoms. Donc, il faut avoir cette connaissance multiple, faire bénéficier de ce qu'il y a de mieux, de montrer en fait quels sont les basiques de ces métiers-là, et du coup de mettre les standards. Voilà, quels sont les standards, de mettre à disposition aussi des outils, parce qu'aujourd'hui on sait bien que les gens travaillent et de la maison et depuis le site de production. Il faut s'assurer que tout ça soit cohérent, donc les marques n'ont pas forcément les outils pour le faire. Et puis surtout, nous, on fait de la gestion de personnel. C'est-à-dire qu'on va recruter beaucoup de gens. Ce que disait Cédric. Voilà, beaucoup de compétences différentes, on va les faire évoluer dans le temps, et puis on va les manager au quotidien. Et ça, c'est un métier à part entière sur lesquels on a une vraie force de proposition. Et oui, donc deux piliers, à la fois cette expertise de la relation client, finalement, qu'on n'a peut-être pas forcément en interne, et cette capacité aussi, enfin cette expertise humaine, entre guillemets, où on va aller recruter, sourcer des talents qu'on n'a pas forcément local, et qu'on va ensuite suivre, accompagner, manager, accompagner dans la progression de carrière. Accompagner, et puis surtout leur faire produire les résultats qui sont attendus par la marque. Et oui, parce qu'on est quand même sur un enjeu de performance, on ne l'oublie pas, rentabilité, génération de valeur. Exactement. Cédric, vous, quel périmètre vous avez externalisé? Vous avez dit que vous n'avez pas tout externalisé. Non, alors, comme l'a dit Frédéric, on a d'abord cherché à rendre autonomes les praticiens, parce que c'est bien quand ils nous appellent, mais c'est mieux aussi quand ils trouvent la solution eux-mêmes, c'est plus pérenne comme apprentissage sur les outils. Donc on a d'abord essayé de créer une zone de self-care, et ensuite on a séparé le périmètre en deux, entre ce qui était industrialisé, processé, on le verra plus tard dans les clés pour avoir un outsourcing réussi. Donc on a tout un périmètre qui est standardisé, industrialisé, donc assez facilement, entre guillemets, outsourçable. Et après, on a ce qu'on appelle un peu entre nous le labo. Donc tous les nouveaux produits, toutes les évolutions de nouveaux process, toutes les problématiques un peu plus compliquées, celles-là, on les garde en interne. Et bien évidemment, avec le temps, les choses ont évolué. Ce qui est aujourd'hui un peu plus problématique et pas très standardisé, je l'espère, ça sera standardisé dans une ou plusieurs années. Et on pourra externaliser pour se concentrer sur encore des évolutions de produits et continuer ainsi le cycle, je veux dire, de l'externalisation. On est finalement sur un transfert de compétences progressif. On ne donne pas tout d'un coup. Tout à fait. Oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, la clé de la réussite, c'est qu'il faut quand même avoir une maîtrise de ce que l'on veut externaliser. Donc, soit on l'a déjà documenté, et dans ces cas-là, on peut le transférer aux équipes, soit on ne l'a pas documenté, et nous, on peut aider le client à le faire. Mais il faut se poser en interne et en amont. Exactement, il faut se poser, il faut que les process à transférer soient les plus limpides possibles pour les équipes. Ensuite, il y a ce fameux transfert de compétences. Donc là, le transfert de compétences, il faut y passer du temps, parce que c'est la clé de la réussite. Et la clé de la réussite, c'est de venir partager sur le terrain, avec les équipes, avec les formateurs, avec ceux qui vont produire la prestation, pour s'assurer que le niveau de compétence soit toujours finalement au bon niveau. Donc on va avoir une progression régulière. Donc on ne donne pas tout d'un coup, et on ne donne pas tout à l'aveugle non plus. Exactement. Et on donne en fait au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint les standards, on peut se permettre de donner des nouvelles choses. Et puis enfin, la troisième phase, c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue, c'est-à-dire prendre le process existant qui nous a été proposé, et puis avec la voix du client, donc c'est-à-dire avec les retours qui sont faits par le client, faire des propositions d'amélioration pour aller plus vite, pour donner une meilleure réponse, mais aussi pour créer des choses, pour donner des idées de création d'offres à nos clients. Et donc vous n'êtes pas finalement que sur une démarche entre guillemets de prestataire, bon j'exécute ce qu'on me demande, je peux aussi être force de proposition via les insights que les conseillers me remontent. Exactement, c'est toujours de la co-construction en fait. Donc on est sur cette passerelle humaine où on échange, on ne donne pas tout d'un coup et de façon progressive. Vous Cédric, c'est la démarche que vous avez adoptée.
Tout à fait, c'est la démarche qu'on a adoptée et comme le disait Frédéric, on reste sur de l'humain. Donc c'est aussi quelque chose qui était très important quand on a choisi notre prestataire. On a passé beaucoup de temps avec eux avant, mais même avant de contractualiser, parce que effectivement, il faut définir le cadre et ça, on peut facilement, entre guillemets, définir le même cadre avec chaque prestataire, mais la façon dont on va évoluer à l'intérieur de ce cadre, forcément, il y a une grosse partie d'humain et ça, c'est du relationnel qu'il faut savoir évaluer avant de choisir un partenaire et donc justement plus un prestataire. Et oui, ça reste de l'humain. C'est quoi les résultats qui ont été constatés finalement par rapport à cette approche d'externalisation un peu itérative? Alors nous, on a fait le choix de continuer à garder le même périmètre en interne et en externe au démarrage pour pouvoir avoir un benchmark propre et justement ne pas pouvoir donner aussi les clés de compréhension aux prestataires qui pouvaient venir chez nous pour écouter comment ça devrait se passer. Et au bout de, je dirais, 6 mois, on a commencé à avoir des résultats qui étaient très similaires. Et donc là, on a commencé à pousser beaucoup plus de volume et à toujours garder cette équipe interne pour quand même garder cette connaissance interne. Mais c'est vrai que désormais, comme disait Frédéric, la majorité des retours du terrain, donc la voix de nos clients est portée majoritairement par notre prestataire qui traite une majorité du volume sur le périmètre qu'on a externalisé. Et donc on avance avec cette phase, on arrive à se recaler sur les mêmes taux de satisfaction et c'est comme ça qu'on avance progressivement. Oui, en fait, là où on va voir si on a réussi, c'est quand on a des niveaux de performance qui étaient équivalents à ce que les équipes internes de la marque faisaient au préalable, puis quand on commence à les dépasser. Et donc là, c'est déjà bon signe. Et puis après, on va regarder la partie qualitative. C'est-à-dire que c'est bien de produire des choses, c'est bien de répondre à des clients, mais le fait d'avoir le feedback en fait, des clients sur leur indice de satisfaction et voir qu'ils progressent, bah ça, c'est un vrai élément différenciateur parce que ça crée de la valeur. Plus le client va être content, plus il va être finalement fidèle à la marque et donc plus on va nous confier des nouvelles activités. Donc voilà, c'est ça le cercle en fait vertueux. C'est comme ça qu'on sait qu'on a réussi un partenariat. Ce sont les indicateurs finalement de performance, de réussite. Absolument. Alors Cédric, quelles sont les perspectives vous maintenant chez Doctolib? Alors nous, nos perspectives aujourd'hui, vous le savez peut-être, on a ouvert aussi en Allemagne et en Italie. Donc on se pose forcément la question du multilingue, l'expansion européenne, comment on va faire. C'est une idée évidemment, où est-ce qu'on peut parler l'allemand, le français et l'italien. Spoiler alerte, il n'y en a pas, surtout dans des volumes assez importants. Mais aussi la question que se pose derrière, si on doit ouvrir en Allemagne, en Italie et d'autres partenaires, est-ce qu'on prend le même qu'en France? Est-ce qu'on commence à les benchmarker? Et oui, mono, multipresta, ça sera d'ailleurs un des sujets d'une prochaine émission. On retrouvera Frédéric. Et c'est une question qu'on se pose tous les jours. Est-ce que c'est bien de mettre ses œufs dans le même panier ou de garder aussi, parce qu'on trouve ça quand même une démarche honnête, d'avoir 2 prestataires, non pas qui peuvent faire la compétition entre eux, mais qui peuvent se challenger les uns les autres et se comparer. Et oui, et aussi c'est un sujet qu'on abordera sur l'émission Mono Multi-Partenaire. En effet, Intelsia est présent, vous l'avez dit, Frédéric, partout dans le monde, donc ça peut être une possibilité d'être en tout cas sur une approche mono-partenaire. Absolument, en tout cas de pouvoir comparer ce qui est fait, de pouvoir amener des compétences spécifiques sur un bassin dans lequel la marque n'est pas présente. Donc nous aussi, on continue à se diversifier, et d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue métier, parce que autour de ces gestions de compétences, il y a des briques qui viennent se rajouter sur l'innovation, sur les outils pour aider finalement sur l'IT, pour aider en fait les conseillers, les équipes à mieux répondre aux clients de manière entre guillemets augmentée. Donc je vais apporter des outils 360, je vais apporter de l'automatisation, je vais apporter de l'intelligence dans ma réponse, dans ma capacité à avoir des opportunités, à mieux conseiller le client. Et bien c'est toutes ces briques-là qu'on a mis à disposition et qu'on a développées pour nos clients. Eh bien, un grand merci à tous les deux. Merci également à vous qui nous avez suivis durant toute cette émission. Les équipes d'Intelsia se tiennent à votre disposition pour tout projet ou toute demande d'information concernant le sujet qu'on a évoqué aujourd'hui. L'email de contact, normalement, doit s'afficher à l'écran. Et puis, nous, on se retrouve pour un prochain épisode de la web-série Engage for Success. N'hésitez pas à aller en visionner d'autres. Je vous dis à très bientôt.